Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Dans votre quartier, une série dédiée à adresser certains problèmes politiques dans la région de Prescott-Russell. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter le sujet de la pauvreté avec Centraide, Services Ontario et les services de logement de Prescott-Russell pour qu'ils puissent nous partager leurs statistiques et le support qu'ils offrent pour aider à combattre ce problème dans notre région. Depuis la pandémie, les coûts de la vie et du logement dans la région de Prescott-Russell a augmenté à des nombres inabordables. À cause de cela, il y a un nombre grandissant dans la population de sans-abri et le nombre de gens qui nécessitent de l'aide financière, nous expliquent les services de logement de Prescott-Russell. Pour commencer l'entrevue d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous introduire? Bonjour, moi c'est Christine Nadeau, je suis la gérante des services sociaux Prescott-Russell. Je suis Alain Lassa, je suis gérant pour les services de logement, services sociaux, Comtés unis, Prescott et Russell. Et la première question qu'on a pour vous aujourd'hui, d'où vient le financement des 311 unités qui sont Rent Geared to Income? Le financement vient des argents de taxes des Comtés unis de Prescott et Russell. Donc, nos 311 unités ont été transférées. En 2000, il y a eu la loi sur la réforme du logement social qui a tout transféré. L'ancien portefeuille de logement d'Ontario qui était nommé Ontario Housing Corporation ou la Corporation de logement d'Ontario. Alors, on a ni plus ni moins hérité de ces 311 unités-là. Donc, c'est nous maintenant, depuis ce temps-là, qui finançons, quand je dis nous, c'est les comtés, qui finançons les 311 unités. Mm-hmm. Est-ce que le nombre d'applicants pour Housing Services a augmenté dans les dernières années? Oui, tout à fait. Depuis 2020, les demandes ont presque doublé. On est passé de près de 1000 en attente, 1000 familles d'un ménage à... On vient juste de dépasser la marque de 2000 là, maintenant. Et puis, on est maintenant pour personnes seniors ou personnes âgées, on est passé à maintenant 1117 environ. Alors, c'est beaucoup d'augmentation. Mm-hmm. Et est-ce que vous pouvez nous dire plus de détails sur le 10-year Homeless Plan? Donc, notre plan de 10 ans, c'est quelque chose qui est légiféré. La province, le ministère des Affaires municipales et du Logement nous exige d'avoir un plan en place. Maintenant, on a commencé ça en 2013, le premier plan. On est déjà 10 ans le temps de réviser notre plan et tout refaire, revoir ce qu'on a, où on est rendu, puis est-ce qu'on va aller dans les prochains 10 ans. Mm-hmm. Et que faites-vous pour essayer d'accomplir ce plan? Donc, on a engagé un consultant, on a fait des entrevues avec nos partenaires, de la consultation avec nos partenaires, avec les maires des municipalités locales, avec des personnes qui ont du vécu, des personnes sans-abri qui ont du vécu. Et puis, on obtient cette data-là ou ces données-là. Puis ensuite, on établit un plan stratégique, différentes stratégies pour réduire l'itinérance puis augmenter notre portefeuille ou le nombre d'unités de logement. Mm-hmm. Est-ce que le nombre de gens sur le bail nameless a augmenté dans les dernières années? Oui, aussi. Malheureusement, on a fait des premières décomptes, on appelle ça point in time count, pour une petite période de temps. En 2018, on avait rencontré 23 individus qui étaient sans abri. Ce nombre-là a passé en 2021 à 26. Puis maintenant, en date d'aujourd'hui, on a 70 individus qui sont sans abri dans Prescott-Russell. Et pourquoi penses-tu que ce nombre a augmenté? Définitivement, un des facteurs, c'est l'augmentation des coûts de loyer. Vous avez sûrement tous vu comment ça a été augmenté ces dernières années, et aussi le manque d'unités disponibles. Donc, on n'a pas de taux de vacances exact, le nombre d'unités qui sont disponibles. On sait qu'on est très bas, alors c'est de plus en plus difficile de trouver quelque chose d'abordable pour le commun. Et comment est-ce que quelqu'un applique pour Housing Services? Pour appliquer, ils font référence à nous. On a 2 personnes qui prennent des applications. Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire en ligne ou en personne. On a même des points d'accès à travers les centres pour enfants et adultes, à la petite enfance. Alors, dans ces centres-là aussi, les personnes peuvent faire la demande. Tout ça est acheminé dans notre liste centralisée. Et puis, c'est enregistré de façon chronologique. Alors, le premier arrivé, premier servi,
mais avec des priorités pour aussi. Et quelles sont les priorités de la... Donc, j'ai oublié le nom de la liste. Oui, la liste centralisée, on a 2 priorités. Une qui est obligatoire. La province exige qu'on ait pour les victimes de violences conjugales ou le human trafficking, donc la traite de personnes. Eux, ils sont prioritaires. Puis on a mis en place, depuis qu'on a eu la liste nominative en place de maintenant 2 ans, tout près, on met aussi une priorité sur les personnes sans abri. À toutes les 5 demandes, on va aller vers la personne sans abri, le ménage sans abri. Donc ça, c'est une politique interne qui n'est pas nécessairement obligatoire, mais qu'on devait se rajouter là, pour aider la population. Et qu'est-ce qui rend quelqu'un à risque de devenir sans-abri? Ce qu'on voit, nous, dans les statistiques, c'est beaucoup les problèmes avec locataire, puis l'incapacité à pouvoir payer le logement. Donc, c'est sûr que quand il y a des conflits entre locataire, puis on voit que les taux de loyer sont devenus plus alléchants, bien souvent, ils ont moins de chance, les locataires qui sont en difficulté financière, de garder leur logement parce qu'on va chercher à avoir plus un loyer plus élevé. Alors, c'est devenu de plus en plus difficile. Oui. Et que disiez-vous la partie la plus difficile de travailler à Ontario Works? Le programme Ontario Travail, c'est un programme hautement légiféré. Donc, je pense qu'un des plus grands défis, c'est d'essayer de répondre aux besoins des personnes qui vivent des difficultés financières dans un temps opportun, naviguer dans ces législations-là avec les ressources qu'on a à notre disposition. Puis parfois, on est obligé de dire non. Fait que je pense que c'est un des plus grands défis avec Ontario Travail. Est-ce que c'est rendu plus difficile de rendre les clients indépendants financièrement avec le coût de la vie qui augmente à tous les jours? On a des beaux succès, on a beaucoup de gens qui sont capables, sauf que c'est inévitable si tu vis des gros stresseurs financiers, des problèmes financiers, ça cause un stress. Si tu es toujours constamment en train de penser à si je vais être capable de payer mon loyer, si je vais être capable de nourrir ma famille, ça va devenir ta priorité. Mais le programme d'Ontario Travail puis les services sociaux Prescott Russell, on a des beaux bénéfices, du beau support pour aider les gens à atteindre cette autonomie financière-là. En fait, ça fait partie de notre mandat. Et comment est-ce que quelqu'un applique pour un de vos programmes? Un nouveau programme, lequel des programmes Ontario Travail ou n'importe quel programme? Okay. Pour appliquer pour Ontario Travail, présentement, la majorité des demandes sont reçues en ligne. On a une unité de décision qui prend nos demandes en ligne. Fait que ça peut se faire en ligne. Par contre, si la personne n'a pas de téléphone, n'a pas d'Internet, elle peut facilement se présenter à un de nos sites et puis il y a quelqu'un qui va la desservir, va prendre sa demande et elle assigner un gestionnaire de cas pour la traiter. Mm-hmm. Et quels services offre Ontario Travail? Majoritairement, Ontario Travail, c'est un programme en soi-même, mais il y a aussi les programmes de l'aide pour soins temporaires. On a aussi des programmes pour les jeunes de 16-17 ans et on a aussi des programmes d'aide financière en cas d'urgence. Est-ce que les services de support d'emploi sont seulement ouverts à vos clients ou c'est aussi ouvert au public? En 2019, le gouvernement a annoncé sa transformation à l'emploi. Dans cette transformation-là, déjà, historiquement, Ontario Travail, on devait aussi offrir des supports à l'emploi à nos participants. Maintenant, les gestionnaires de cas pour Ontario Travail sont plus axés sur une approche centrée sur la personne, à essayer d'identifier les besoins, les ressources disponibles dans la communauté. Et quand ils sont prêts, à ce moment-là, on réfère la personne à Emploi Ontario pour débuter les activités d'aide à l'emploi et éventuellement trouver un travail. Mm-hmm. Et comment est-ce que la communauté peut supporter quelqu'un qui a besoin de l'aide financière? La meilleure chose à faire, c'est d'apprendre sont où les ressources, l'éducation, de la sensibilisation et puis de s'impliquer au sein de sa communauté. Mm-hmm. Et connaissez-vous autres ressources que quelqu'un souffrant d'aide financière peut aller pour chercher de l'aide?
Bien, tantôt, on a parlé des programmes à Ontario Travail, mais aussi aux services sociaux. On a le programme PPI, qui est le programme de prévention à l'itinérance, qui est aussi des supports financiers pour les gens qu'on peut aider pour maintenir leur résidence ou se relocaliser ailleurs. Donc, on est un département très intégré, donc on a plusieurs ressources financières là. Donc, si les gens ont besoin d'aide, ils ont juste à communiquer avec nous. Comment est-ce que les gens peuvent avoir accès à vos services? Depuis, je te dirais 1 an et demi maintenant, on a pris la route vers une intégration de services. Donc, on a un modèle de hub communautaire, one-stop shop qu'on appelle aussi. Donc, quelqu'un qui se présente dans l'un de nos sites, il va avoir quelqu'un du programme d'Ontario Travail, de la petite enfance et même du service de logement. Donc, on veut vraiment, est-ce que cette personne-là, quand elle a un pied d'entrée dans notre service, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de bien la desservir ou bien l'aiguiller à un de nos services. Et comment est-ce que quelqu'un qualifie pour Ontario Travail? Pour qualifier pour Ontario Travail, il faut que tu sois au moins âgé de 16 ans et plus. Il faut que tu sois résident de l'Ontario et tes revenus et tes avoirs doivent être sous la limite permise par la province. Merci beaucoup. Cela répond à toutes nos questions d'aujourd'hui. Merci. Merci. Mais d'abord, regardons Centraide Est de l'Ontario nous partager ce qu'ils font pour supporter les gens avec des troubles financiers. Donc, pour commencer l'entrevue d'aujourd'hui, pouvez-vous vous introduire? Oui, bien, mon nom est Audrey Lisette. Je suis directrice régionale de Centraide Est de l'Ontario à Prescott Russell. Nous, ce qu'on fait, en fait, on aide les gens les plus vulnérables. On investit dans des programmes, on travaille avec nos partenaires, on fait du plaidoyer, donc tout ça pour améliorer les vies là, pour des gens ici à Prescott Russell. Qu'est-ce que United Way font pour aider la région de Prescott Russell? Bien, on fait différentes choses. Premièrement, on investit dans des programmes qui viennent en aide aux gens les plus vulnérables. On collabore avec nos partenaires. On a plusieurs partenaires dans Prescott Russell. On va s'attaquer aux plus gros problèmes complexes que les gens vivent à Prescott Russell. Donc, on travaille avec eux pour, parler de ce problème-là. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est quoi la situation actuelle? C'est quoi les défis, les écarts? Comment on peut travailler ensemble pour trouver des solutions qui sont adaptées à la communauté. Donc, on fait ça. Puis aussi, bien, on parle aux différents niveaux de gouvernement. On va parler aux municipalités, aux comtés, au gouvernement provincial et fédéral pour expliquer ce problème-là puis voir comment est-ce qu'on peut tous travailler ensemble pour les régler. Comment décidez-vous quel programme vous allez investir dedans? Bien, en fait, on parle à la communauté. On regarde les plus grands problèmes que la communauté vit, les problèmes qui sont les plus complexes. Il n'y a pas de surprise, que ce soit le logement, la violence, la santé mentale, le transport. Transport, quand même, un gros problème à Prescott Russell parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. On parle aussi la toxicomanie. Donc, tous ces problèmes-là, issus de la communauté, en fait, c'est comme ça qu'on décide comment on va investir. Mm-hmm. Et combien environ de partenaires avez-vous dans la région de Prescott Russell? On en a plusieurs. On en a plusieurs parce qu'on travaille avec les agences de la communauté, des agences en santé, en services sociaux. Comme je dis, on travaille avec les conseils scolaires, on va travailler avec les différents niveaux de gouvernement. Donc, on a, je vais dire, une bonne trentaine de partenaires parce que on préside le plan de sécurité bien-être à Prescott Russell. C'est un plan qui a été mis de l'avant par le gouvernement provincial en 2019. Et puis, ce plan-là, en fait, demande aux villes d'identifier des facteurs de risque pour la sécurité et le bien-être. Et puis, il y en a 7 à Prescott Russell. Et puis, on a réuni tous les partenaires. Puis, je dirais qu'il y en a une bonne trentaine qui travaillent présentement à mettre en œuvre ce plan-là. Donc, je vais dire minimum 30 et même plus. Mm-hmm. Dans la région de Prescott Russell, en ce moment, un problème grandissant, c'est la pauvreté. Oui. Qu'est-ce qui met quelqu'un à risque de tomber en pauvreté? Il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que présentement, l'augmentation des coûts de la vie avec l'inflation, l'augmentation des coûts du logement, des loyers ou les taux d'intérêt avec l'hypothèque, donc tout ça a mis les gens dans une position vulnérable. C'est sûr que quand on dépense davantage pour le logement, par exemple, bien, il en reste moins pour les autres besoins de base, que ce soit la nourriture, les médicaments, ces choses-là. Donc, on se rend compte que les gens, bien, ils ont plus de difficultés, ça les met en position de vulnérabilité et puis on va augmenter la pauvreté. La première chose que les gens vont couper, là, quand ils sont en difficulté ou en insécurité financière, ça va être la nourriture, les médicaments. Pas de surprise, quand on mange pas bien, on mange pas ou qu'on n'a pas nos médicaments, bien, ça affecte la santé physique et la santé mentale. Mm-hmm. Oui. Et vous venez juste de mentionner la santé mentale. Des troubles de santé mentale apportent aussi souvent des troubles d'addiction pour gérer
ces problèmes de santé mentale. Et je sais que United Way aide aussi dans des programmes, finance des programmes pour aider contre les addictions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, mais en fait, on finance un programme de santé mentale, un programme communautaire en santé mentale avec un de nos gros partenaires. Ce partenaire-là est partout à Prescott Russell, offre des services du mieux qu'il peut. Donc, nous, on est là avec eux autres. Et puis, dans le plan de sécurité bien-être que je parlais juste avant, en fait, il y a un pilier qui est la santé mentale et la toxicomanie. Donc, on a réussi à mettre les partenaires ensemble pour vraiment mettre en œuvre les recommandations de ce plan-là pour réduire les temps d'attente, pour augmenter les services, pour s'assurer qu'ils sont accessibles pour tout le monde. Parce qu'on se rend compte aussi que des fois, les gens, dépendamment de leur situation, en fait, n'ont pas tous les mêmes accès. Donc, des fois, les familles monoparentales vont avoir plus de difficultés à accéder aux services, les groupes marginalisés, les populations autochtones, les personnes avec handicap. Donc, on s'assure vraiment qu'ils ont accès à ces services-là, puis en travaillant avec nos partenaires qu'on fait ça. Et comment est-ce que la communauté peut supporter les gens qui ont des troubles financiers? Les gens de la communauté, bien, c'est sûr que s'ils veulent avoir l'information sur ce qu'on fait, ils peuvent toujours aller sur notre site web au www.centraideo.ca. C'est là qu'on parle de notre mission, notre vision, de tout ce qu'on fait comme impact dans la communauté. Ils peuvent nous rejoindre de cette façon-là. Il y a aussi nos bureaux régionaux. C'est sûr que nous, on fait de la levée de fonds. Donc, on ramasse des fonds pour pouvoir investir dans nos programmes avec nos partenaires. Donc, c'est comme ça que soit qu'on collabore, soit qu'on investit, ou si on amène les gens à parler de ces problèmes-là ensemble. Donc, les gens sont invités à participer avec nous. Comme ça, quand on a une voix commune, bien, c'est plus facile d'aller parler au gouvernement, aux municipalités, et puis on a plus de chances, en fait, de régler les problèmes. Parce qu'en réalité, les problèmes qu'on a, que ce soit le problème de logement, de la pauvreté ou de la toxicomanie, bien, c'est pas un organisme qui va réussir à régler ça. C'est des problèmes qui sont trop gros, trop complexes. Ça prend beaucoup de gens. Donc, il faut que les gens viennent à la table, discutent avec nous, trouvent des solutions, parce qu'en réalité, les problèmes, les besoins sont complexes, right? Fait que quand on a un problème de logement, comme j'ai dit tantôt, ça amène des problèmes de santé physique, ça amène des problèmes de santé mentale, de toxicomanie. Donc, une personne va avoir un besoin, mais en réalité, il est assez complexe. Ça va prendre plusieurs personnes pour régler, plusieurs organismes pour régler ça. Donc, il faut vraiment travailler ensemble. La collaboration est la clé pour nous autres. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Et d'où viennent les fonds que vous investissez dans vos programmes? Ils viennent de notre levée de fonds. Donc, on fait des levées de fonds là, dans la communauté. On en fait aussi à différents endroits. Je vous évite les détails, mais on fait la levée de fonds. Puis plus on amasse des fonds, bien, plus on est capable d'investir. Donc, c'est sûr que ça fait partie de notre travail. On a différents outils, comme j'ai mentionné tantôt, oui, la levée de fonds, puis l'investissement, mais on essaie de faire du plaidoyer auprès des gouvernements, parler de c'est quoi les problèmes locaux, c'est quoi nos problèmes à Prescott Russell, comment on peut travailler ensemble pour les régler. Puis, on fait de la collaboration, amener les partenaires à la table. C'est la même chose. Parce que quand on travaille ensemble, en réalité, on a plus de chances de régler ces problèmes-là. Je sais que vous avez déjà mentionné des problèmes qui sont dans le Prescott Russell, mais je vais vous demander d'une question formelle. Pour United Way, qu'est-ce qui est votre point que vous vraiment essayez de régler dans Prescott Russell? Bien, je ramène au plan de sécurité bien-être parce que ça illustre bien, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Ce plan-là, en fait, c'est quels sont les risques à la sécurité et au bien-être. Dans ce plan-là, on a identifié qu'il y avait 7 secteurs de risque à Prescott Russell, dont le logement, dont la santé mentale, la toxicomanie, la violence, le transport, le revenu, toute la question de la pauvreté. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a identifié, en fait, comme étant les priorités à Prescott Russell. Parce que ça a été fait en consultation avec la communauté. La communauté a identifié ces problèmes. Moi-même, je les vois, donc je vis à Prescott Russell. Donc, c'est comme ça qu'on est venu à dire que c'était nos priorités. À Centraide, effectivement, le logement en est un, la crise du logement actuelle en est un, tout comme la toxicomanie, la santé mentale, la violence faite aux femmes. Donc, ça, c'est comme ça qu'on a identifié nos priorités. As-tu des changements, des suggestions que United Way veut faire pour ralentir les nombres de pauvreté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir ou diminuer? Ben, je ramène encore à la collaboration. C'est vraiment d'être à la table puis travailler ensemble sur des objectifs communs. Si chacun fait un petit peu sa chose à sa
son propre mandat, ses propres services, il travaille un peu en silo, ben c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Il faut vraiment travailler ensemble. C'est intersectoriel. Quand on parle de logement, ben il faut quand même parler aussi de transport à Prescott Russell. Il faut parler de santé mentale, il faut parler de toxicomanie. Parce que comme j'ai dit, ces besoins-là, ces difficultés-là, en fait, sont interconnectées. Donc, il faut avoir une approche multisectorielle. Donc, les partenaires, ils doivent être à la table, ils doivent vouloir vraiment travailler ensemble pour venir à bout. Donc, c'est vraiment comme ça. Puis ça, c'est notre rôle, en fait. À Centraide aussi, on amène les partenaires à la table, on leur explique c'est quoi le problème, pourquoi c'est important, puis on les motive, en fait, à travailler ensemble. Puis je dirais qu'à Prescott Russell, la majorité des organismes sont très conscients, sont avec nous, ils veulent participer. Des fois, c'est juste des problèmes, des fois de ressources. On a des ressources limitées. Des fois, c'est un problème de personnel. Il y a différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Mais en travaillant ensemble, c'est comme ça qu'on va venir à bout. Et puis, honnêtement, on est vraiment chanceux à Prescott Russell parce que les gens sont vraiment impliqués. Ils veulent le bien de notre communauté. Ils travaillent avec nous de bonne volonté. Donc, on a presque tous les éléments, mais il faut continuer le travail parce que c'est des problèmes qui sont complexes, des gros enjeux de société qu'on ne réglera pas du jour au lendemain. Mm-hmm. Et pourquoi as-tu une hausse en pauvreté dans Prescott Russell? Bien, je pense que l'augmentation du coût de la vie, comme on a mentionné tantôt, a vraiment affecté beaucoup la situation de plusieurs familles. Certains groupes vivent des barrières systémiques que d'autres ne vivent pas. Donc, ils n'ont pas toutes les mêmes chances d'accéder aux mêmes services, aux mêmes programmes. Donc, il faut éliminer ces barrières-là. Je pense que c'est ça un peu qui a causé cette pauvreté-là à Prescott Russell. On la voit de plus en plus. On voit les gens qui sont une augmentation de l'itinérance. Donc, on voit les gens qui sont un petit peu plus dans la rue. On voit les gens qui vont faire soit du couchsurfing ou vont habiter chez la famille, des amis. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les visiteurs aux banques alimentaires ont augmenté depuis la pandémie. Ça aussi, ça montre en fait qu'il y a une insécurité alimentaire. Donc, après ça, quand on vit une insécurité, par exemple, financière ou une insécurité du logement, comme je disais tantôt, ça l'amène des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale. Quand on se nourrit pas bien, après ça, c'est difficile de maintenir son emploi. Donc, oui, tout ça vient aggraver, en fait. Ça prend des mesures disproportionnées. Puis c'est ça qu'à un moment donné, quand on essaie de s'en sortir, ça devient beaucoup plus compliqué. Fait que je pense que c'est vraiment un cumul de facteurs qui a fait en sorte qu'on est rendu là en termes de pauvreté. Tous les partenaires le remarquent. Tous les partenaires le remarquent auprès de leur clientèle. Des clientèles qui sont vulnérables, qui ont des besoins complexes, puis que c'est pas un organisme qui arrive à régler tout ça. Il faut qu'il y ait voir plusieurs organismes pour essayer de venir à bout. Et puis plus on attend, parce que vous savez que les organismes, bien, comme j'ai mentionné, ils ont des ressources limitées. Des fois, il y a des listes d'attente, donc on ne peut pas accéder tout de suite au service, mais plus on attend, plus le problème prend une plus grande ampleur. Et puis là, ça devient plus difficile à régler. Fait que je pense que c'est une série de facteurs qui a fait en sorte qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui. Puis je pense que ça a atteint, notre taux de pauvreté a atteint un niveau peut-être qu'on n'avait jamais vu avant. Oui. Et maintenant, pour un changement de sujet aux addictions et la santé mentale. Oui. United Way ont aussi plusieurs programmes qui aident d'autres organisations qui s'occupent, oui, qui travaillent avec les gens qui ont des troubles d'addiction et de santé mentale. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de ces programmes? Oui, bon, on finance un programme avec l'Association canadienne de santé mentale, entre autres, donc des programmes communautaires qui visent tout le monde, en fait, qui essayent de rendre ça accessible au plus de gens possible. Donc, ces programmes-là sont disponibles à Prescott Russell. Donc, ça, c'est le principal endroit où est-ce qu'on va financer. Sinon, je ramène le plan de sécurité bien-être, qu'on travaille ensemble avec les partenaires pour trouver justement des services qui sont adaptés pour rendre les services plus accessibles. Donc, c'est vraiment de cette façon-là. Soit qu'on investit dans un programme communautaire ou soit qu'on travaille en collaboration avec nos partenaires. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on aide. Est-ce que vous savez pourquoi il y a une hausse en addiction et troubles de santé mentale? Ben, je pense que la hausse de la pauvreté qu'on vient de parler, quand on regarde des problèmes de logement, problèmes financiers, problèmes pour les besoins de base, comme l'alimentation, par exemple. Donc, quand on tombe en situation d'insécurité, ben, c'est sûr que ça amène des problèmes de santé mentale et ça peut amener aussi des problèmes de dépendance. Donc, tout ça est un peu interconnecté. Puis, pour régler ça, encore une fois, il faut aller travailler sur différents niveaux, dont le logement, dont l'alimentation, dont la pauvreté, dont la sécurité financière, etc., pour venir à bout. Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça fait plaisir.
Merci à toi. Malgré le manque grandissant de logements abordables, nous pouvons voir qu'il y a des organisations qui supportent les gens avec ces besoins dans la région de Prescott-Russell. Sur ce, abonnez-vous à notre chaîne YouTube à TVC22 et à nos médias sociaux à Hub TVC22 pour plus de nouvelles locales.